Bonjour, professeur Lugan, permettez-moi de vous présenter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes universitaire, écrivain, conférencier et éminent spécialiste de l'Afrique. Vous dirigez entre autres la revue par internet L'Afrique réelle. Je rappelle aussi que vous êtes l'auteur des livres Histoire de l'Afrique du Nord, des origines à nos jours aux éditions du Rocher et Histoire du Maroc, des origines à nos jours disponibles aux éditions Ellipse. Alors cette année 2020, comme vous l'avez pu le remarquer, a été marquée par cette pandémie du Covid-19, la crise sanitaire mondiale, la crise économique qui s'ensuit, mais aussi par des changements dans le dossier de l'intégrité territoriale du Maroc. Nous assistons à des ouvertures de consulats dans la ville de Aïoun, blocage de l'entité du Polisario, puis intervention des forces armées royales dans la région de Guelgret pour les déloger, et la reconnaissance enfin des États-Unis d'Amérique de la souveraineté marocaine sur son Sahara, et la reprise des relations entre le Maroc et Israël. Première question, professeur Lugan. Comment avez-vous accueilli ce tweet du président Donald Trump annonçant la reconnaissance américaine sur le Sahara marocain 243 ans après celle du Maroc envers son pays en 1777 ? Un clin d'œil à l'histoire qui nous rappelle que le royaume était déjà structuré en tant qu'État et entité politique à cette époque, dans une région dominée principalement par l'Empire ottoman. Là, votre référence historique est excellente parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'un des premiers traités internationaux passés par les États-Unis, c'est avec le Maroc. Donc ceci montre bien l'antériorité des liens. Un peu normal, le Maroc est tourné vers l'Atlantique, vers l'océan, vers le grand large, alors que l'Algérie, elle, est enclavée dans la Méditerranée, qui est un gros lac Léman. Bon, ceci étant, c'est tout à fait important parce qu'au point de vue géopolitique et au point de vue géostratégique, ça change tout. Ça change tout parce que si l'on fait le compte depuis ces 30 dernières années, l'on voit véritablement que la reconnaissance du pseudo-Polisario n'existe plus. À part quelques États fossiles, quelques buts témoins de la lutte anti-impérialiste des années 60-70, les reconnaissances du Polisario, de la République arabe saoudite, entre guillemets, ont fondu comme neige au soleil. Et la reconnaissance par les États-Unis va accélérer ce mouvement et va surtout prendre en compte une situation qui est une réalité. Qui est que d'un côté, nous avons quelques éléments qui sont de plus en plus en perdition, tellement en perdition qu'ils ne savent même plus à quel camp ils appartiennent. Ils ont en grande partie échappé au contrôle du système algérien. Certains d'entre eux se sont ralliés à Daesh. On voit bien à l'heure actuelle le responsable de Daesh pour toute l'Afrique de l'Ouest, c'est un homme qui maintenant va lui poser plus de problèmes qu'il va lui donner des avantages. Voilà la situation. Très bien, professeur Lugan. Deuxième question, la reconnaissance des États-Unis sur le Sahara a un tournant stratégique pour le Maroc. Que représente concrètement cette reconnaissance? Peut-on parler d'une exception marocaine d'un point de vue diplomatique et historique? Totalement, parce que jusqu'à présent, les États-Unis, on va voir ce que va faire l'administration Biden, mais jusqu'à présent, les États-Unis, par le système des négociations, par les représentants spéciaux, etc., essayaient d'avoir une vision qui était un petit peu, j'allais dire, neutre. Là, maintenant, c'est très clair. Les États-Unis prennent en conséquence, prennent en situation une réalité qui est très claire. La réalité historique, nous y reviendrons tout à l'heure, mais la réalité politique d'aujourd'hui, c'est que le Sahara marocain, le Sahara occidental est marocain. On ne peut pas le nier. Et si vous voulez, les États-Unis, en faisant cela, ont pris en compte, si vous voulez, une réelle politique. Nous sommes face à une réelle politique. Le reste sont dénués, vous comprenez. Regardez qui sont les derniers pays qui reconnaissent cette République arabe sahraoui dite démocratique. Ce sont tous des pays qui sont les héritiers de l'ancien bloc soviétique. Les derniers pays fossiles qui n'ont pas encore compris que le monde avait changé. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la situation est très simple. Dans ce monde africain qui est en totale ébullition, et surtout dans ce monde ouest africain et dans ce monde sahélien qui est en totale ébullition, nous avons deux réalités étatiques. Une à l'est, une à l'ouest. À l'est, nous avons l'Égypte. À l'ouest, nous avons le Maroc. Et au milieu, nous n'avons rien.
L'Algérie n'a jamais existé historiquement, puisque l'Algérie a été créée par la France en 1830. Bon, la Tunisie, elle, c'est autre chose. Elle est trop petite. Elle est au nord. Elle n'a pas de diverticules qui descendent profondément vers le Sahara. La Libye n'a jamais existé. Donc, ce qui fait que le double pivot de stabilité de tout ce monde, à la fois nord-africain, saharien et sahélien, ce sont les deux vieux États. Les deux vieux États, c'est l'Égypte à l'est et le Maroc à l'ouest. Et toute construction qui est faite en dehors de ces vieux États, c'est construire sur du sable. Comme disent les anglo-saxons, il faut chercher le bedrock, la roche en place. Et la roche en place, c'est l'État marocain, 1500 ans d'histoire, l'État égyptien, millénaire également. Là, c'est une réalité de longue durée. Moi, je suis un vieux brodélien. La longue durée, c'est cela. Et le reste, c'est l'artificialité. Le reste, c'est la propagande. Le reste, ce sont les nuées. Très bien, Monsieur Lugan. Question suivante. Quelle est votre analyse sur la doctrine adoptée par le Royaume ces dernières années ? Je fais référence notamment à ses offensives économiques envers les pays de l'Afrique de l'Ouest et ses différents projets, notamment avec le Nigeria. Oui, bon. Alors déjà, le problème algérien, c'est que pour combien de temps les Algériens vont-ils encore avoir du gaz et du pétrole ? Ça, c'est un autre problème, avec l'épuisement des nappes qui est de plus en plus important. Alors, je vais laisser de côté le côté du pétrole avec le Nigeria pour m'attacher, moi, en tant qu'historien, davantage à la longue durée historique. Le Maroc, le roi Hassan II le disait bien, le Maroc, c'est un arbre dont les racines se situent vers le Sénégal et dont le feuillage est agité au nord de la Méditerranée. L'image est très belle. Il faut bien voir que le Maroc existe depuis, disons, je dis toujours l'image, en 987, quand le roi de France, Hugues Capet, est élu roi de France, le Maroc a déjà un siècle et demi d'existence. Donc nous sommes dans un vieil État qui va avoir des hauts et des bas, qui va avoir des dynasties différentes, mais la continuité étatique va toujours être là. Et la continuité étatique est une continuité qui s'étend très largement vers le sud. Très largement vers le sud parce que déjà avec les Almohavides, les dynasties qui arrivent du sud, les relations avec tout le Bilad al-Soudan, les relations avec le Pachalik de Tombouctou, tout ceci fait que le Maroc est en grande partie tourné vers le sud. En plus de cela, il y a tout l'aspect religieux, la commanderie des croyants. Il y a également les confréries. Fès est quand même le haut lieu de certaines confréries de l'Ouest africain où le pèlerinage à Fès est plus important que le pèlerinage à la Mecque. Bon, ce qui rend d'ailleurs complètement fous les salafistes. Cette idée les rend complètement fous. Donc il y a une permanence ouest africaine qui est très très claire. N'oublions pas qu'à la veille de la colonisation française du Soudan, ce qu'on appelle le Mali maintenant, la prière du vendredi à Tombouctou était encore dite au nom du sultan du Maroc. Donc nous avons là une réalité qui est absolument incontournable. Et cette réalité incontournable fait que le Maroc a réussi à jouer d'une manière très fine, politiquement depuis quelques dizaines d'années, de ces vieilles solidarités, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc a une place excessivement importante dans le monde ouest africain. Lorsque vous allez au Sénégal, lorsque vous allez dans ces pays, le roi du Maroc est considéré comme plus qu'un grand frère, disons comme un oncle protecteur. Bien, Monsieur Lugan. Enfin, dernière question, assiste-t-on à un bouleversement des équilibres des rapports de force dans la région ? Nous avons un réel soutien de la part des pays arabes du Golfe envers le Maroc. Quelle analyse faites-vous des relations futures entre le Maroc et l'Algérie dans ce contexte économique, social, sanitaire particulier ? L'Algérie est-elle de plus en plus isolée diplomatiquement ? Oui, même s'il y a eu quelques frictions avec les monarchies du Golfe ces derniers temps, il y a eu quelques petites frictions. Quand le Maroc n'a pas voulu s'engager totalement dans les affaires du Yémen, etc. Bon, mais c'est un détail. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous avons plusieurs éléments. Vous avez bien posé le problème avec... le Maroc est un pays à l'origine berbère, c'est très clair. Mais la monarchie marocaine à l'heure actuelle est une monarchie d'origine arabe, même si cette monarchie est largement métissée, parce que les rois du Maroc ont épousé des femmes berbères, etc. Donc il y a, si vous voulez, il y a bien sûr une tradition. Il y a également une
comment dirais-je, une sorte d'alliance qui ne dit pas son nom entre les monarchies. Mais il y a peut-être autre chose, autre chose d'important, c'est qu'il y a, si vous le voulez, la grande opposition entre les grandes alliances. Les grandes alliances qui d'un côté sont des alliances, j'allais dire, chiites ou frères musulmanes, et de l'autre côté, comment dirais-je, un autre système politique qui se trouve autour de l'Arabie Saoudite, qui se trouve autour des Émirats Arabes Unis, etc., où l'on retrouve l'Égypte, où l'on retrouve les grands camps aujourd'hui, par exemple, dans la conflictualité en Méditerranée orientale, l'on retrouve d'un côté la Turquie, et de l'autre côté, on va retrouver l'Égypte, on va retrouver l'Arabie Saoudite, on va retrouver les Émirats, etc. Donc, il y a un jeu de bascule géopolitique qui est en train de se faire au sein du monde sunnite, qui fait que il y a les marxistes auraient dit des lignes de force. Moi, je suis plutôt, comment dirais-je, un benvilien, je dirais plutôt des grandes constantes historiques qui font que ceci explique cela. Alors, pour en revenir à l'Algérie, l'Algérie a très mal joué. A très très mal joué. D'abord, l'Algérie est très mal placée géographiquement. Enfin, la géographie commande l'histoire. L'Algérie, si vous prenez une carte, l'Algérie est coincée dans la Méditerranée. Il suffit de mettre 10 mines dans le détroit de Gibraltar et plus rien ne sort de la Méditerranée. L'Algérie, c'est une mer Noire, c'est une mer Caspienne, c'est le lac Léman, la Méditerranée. Le Maroc a 2000 kilomètres qui partent de Tanger et qui arrivent en Mauritanie. Donc le Maroc est complètement tourné vers le grand large. Alors le Maroc n'a pas les richesses naturelles de l'Algérie, certes, mais il a l'ouverture sur le grand large. L'Algérie a des richesses naturelles, pétrole et gaz, mais qui s'épuisent, mais l'Algérie est épuisée. Ses réserves s'épuisent et l'Algérie est coincée dans ce monde. Alors, évidemment, elle a un grand appendice vers le Sahara, mais un appendice totalement artificiel qui lui a été donné par la France, parce que l'Algérie n'a jamais possédé le Sahara, parce que l'Algérie n'existait pas avant 1830. Donc, l'Algérie a une position qui est assez difficile. En plus de cela, l'Algérie est rentrée depuis 15 ans, 10 ans, disons, dans un problème de succession avec les maladies de Bouteflika. Donc, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de politique extérieure. Et j'allais dire que la seule équipe qui avait une vision, alors je ne porte évidemment pas de jugement de valeur, hein, je parle en tant que géopoliticien, la seule équipe qui avait une vision politique, c'était l'ancien DRS, qui a été éliminé par l'équipe Bouteflika. Ce qui fait qu'il n'y a plus en Algérie de politique étrangère, il n'y a plus de politique tout court, ce qui fait que l'Algérie s'est fait totalement prendre la main. Et regardez ce qui se passe dans le nord du Mali, zone qui a toujours été sous le contrôle étroit de la diplomatie et de la politique algérienne. Cette zone a échappé à l'Algérie, parce que l'Algérie est dans une crise existentielle qui est absolument dramatique. La gérontocratie algérienne, quand vous pensez que les trois hommes qui dirigent l'Algérie actuelle, le président du Sénat qui est en réserve en cas de mort de Tebboune et Jador, ils ont tous 80 ans, et ils sont malades. Quand vous pensez qu'au Maroc, imaginons que demain, par malheur, le roi meurt, son fils a 18 ans, pleine jeunesse, en pleine santé, qui est là. Il y a la relève. En Algérie, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève parce que la gérontocratie sur un pays jeune, la gérontocratie algérienne a totalement étouffé, si vous voulez, le chibanisme est à un niveau tel que je vois mal. Il faut une révolution en Algérie. Alors cette révolution qui va arriver d'ailleurs, mais parce que ceci bloque complètement toute la politique maghrébine et toute la politique méditerranéenne. Professeur Lugan, je vous remercie pour cet entretien exclusif accordé au 360. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes universitaire, écrivain, conférencier et éminent spécialiste de l'Afrique. À bientôt.